Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, réalisé comme toujours avec la Maison de l'Europe de Tours, qui est un centre d'information Europe Direct. Et donc aujourd'hui, mon invité est à nouveau Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'université François Rabelais et nos auditeurs s'en souviennent peut-être. La semaine dernière, nous avons abordé un grand sujet qui est celui du marché intérieur, cette expression que tout le monde utilise et que personne ne définit. Donc nous essayons de la définir et d'en donner un contenu. Et pour rappeler un tout petit peu les choses, nous avions conclu la semaine dernière sur Jean Monnet, l'artisan de cette construction européenne, qui était un marchand. Oui. Et qui est donc, ce sont les marchands, c'est le phénomène marchand qui est à la base de l'Europe. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est aussi à la base de l'histoire de l'Europe depuis fort longtemps. La Hanse était la première association européenne et c'est une association marchande. C'est ce qui permet aux hommes de vivre. Donc il faut réhabiliter cette affaire, je crois. Et le marché intérieur, c'est la suite logique de notre histoire d'un continent porté sur le commerce, sur l'échange. C'est exactement ça. Et quand vous dites réhabiliter, je crois que c'est le terme qui est juste, ou sur lequel, en tout cas, on peut raisonner. La semaine dernière, j'évoquais le contexte de la présidentielle et la manière dont, pour une fois d'ailleurs, l'Europe et l'Union européenne a été au cœur des débats, au centre des débats avec les positionnements que l'on sait. De mon point de vue, ce qui ressort en filigrane de cela, et vous parliez de réhabilitation, c'est toute la question précisément du commerce, toute la question du marché intérieur au fond et du développement économique. Et c'est là-dessus qu'il y a eu des points de crispation bien compréhensibles, dans la mesure où le marché intérieur est quand même une figure, une des formes, au fond, de ce que l'on connaît sur le plan planétaire, qui est la mondialisation. Il ne faut pas se tromper, le marché intérieur, c'est entre guillemets, une mini-mondialisation entre les 28 États membres de l'Union européenne. Alors, sans doute, avec ces points positifs, c'est-à-dire en termes de développement économique, bien entendu, et on espère d'enrichissement et d'emploi, mais aussi avec toutes les limites de l'exercice, les délocalisations, une concurrence très brutale, très violente, et qui, évidemment, provoque notamment des réactions, du chômage d'abord, et puis, évidemment, des réactions d'hostilité. Bien. Alors justement, on pourrait peut-être maintenant rentrer dans ces réalités, parce qu'on parle beaucoup de ce marché intérieur, mais finalement, qu'est-ce qu'il pèse ? Est-ce que les Français, par exemple, pour nous, quelle est notre place ? Et est-ce que c'est positif, négatif ? Parce qu'on entend tellement de choses de part et d'autre où chacun défend un peu son idée. Donc, de temps en temps, revenir aux chiffres, finalement, c'est pas plus mal. Et puis de rappeler là aussi ce que c'est. Alors, le point de vue que l'on peut porter ensuite, positif ou négatif, ça c'est une affaire personnelle, mais il y a... Je crois, et essayons d'être objectifs, précisément des éléments objectifs. Donc, il faut bien comprendre que ce marché intérieur nous offre la possibilité, fondée d'ailleurs sur cette notion de liberté d'étudier, de travailler, de prendre sa retraite dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne, liberté de choix pour les consommateurs que nous sommes, liberté d'entreprendre notamment. Bon. Mais si on aborde le sujet d'un point de vue peut-être plus pragmatique, avec quelques éléments chiffrés, de façon à donner une réalité un peu plus palpable ou plus visible du marché intérieur, on peut citer quelques éléments. Bon. Tout d'abord, c'est un point important, du côté des entreprises, si on prend ce point de vue, il faut comprendre que pour une entreprise française, il y a une très grosse différence selon que vous n'avez qu'un marché domestique, que le marché national, 67 millions de personnes, de consommateurs théoriques, que si vous avez plus de 500 millions de consommateurs. Bon, il y a cette dimension-là. Donc le marché intérieur, l'Union européenne, offre, bien entendu, des possibilités de développement économique pour les entreprises. Bon. Alors, ce n'est pas simplement théorique ce que je dis, puisque, là aussi je reprends quelques chiffres tout à fait officiels d'ailleurs, plus de 60% des entreprises qui exportent, eh bien, plus précisément, les entreprises françaises qui exportent. Entreprises françaises qui exportent. 60% de ces exportations se font dans l'Union européenne. Au sein du marché intérieur. C'est
C'est énorme. C'est colossal. Et avec, pour certaines entreprises, 80-90%, notamment en matière agricole d'ailleurs, au sein du marché intérieur. Donc ça, c'est quand même une réalité économique qui signifie que notre marché intérieur, cet espace économique européen, est le terrain de jeu, si on peut dire, des entreprises françaises. Alors c'est vrai aussi pour les entreprises de nos partenaires. En termes d'emploi, ça se chiffre très haut. En termes d'emploi, ça se chiffre très haut. Là aussi, nous avons des chiffres très officiels qui proviennent d'ailleurs de la Commission européenne ou des différents ministères français et qui, à mon avis, sont des chiffres hypothèses basses. On estime à plus de 3,5 millions d'emplois qui sont directement liés précisément à ces exportations dans l'Union européenne. Voilà, alors ça veut dire que ne plus vouloir le marché intérieur de l'Union européenne, pour être clair, c'est priver à terme 3,5 millions de salariés d'un emploi. C'est pas de la théorie. Il y aurait nécessairement un impact énorme, très important, si effectivement était réinstauré un certain nombre de barrières, de difficultés d'exportation, puisque évidemment, c'est très bien de vouloir frapper de douane les produits en provenance d'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne nous ferait des cadeaux pour autant ? Bien sûr que non. Donc, très concrètement, théoriquement, ça impacterait 3,5 millions d'emplois en France. C'est pas rien. Hein, et puis, non, c'est pas rien, c'est pas neutre. C'est très important. Très important. J'ajoute un point également intéressant, c'est que ces entreprises qui exportent, notamment dans l'Union européenne, 90% d'entre elles sont des petites et des moyennes entreprises. Donc, pas les grands groupes, ce sont des petites et moyennes. Les grands groupes, il y a les grands groupes exportent, bien sûr. Mais ils n'exportent pas nécessairement dans l'Union européenne, d'ailleurs. Bien entendu. Mais ce sont 90% des petites et des moyennes entreprises qui sont ici concernées. Donc, qui peuvent commercer sans entrave, là aussi, parfois avec des difficultés, mais théoriquement et juridiquement sans entrave, dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point qu'il faut évidemment avoir en tête. Alors je reprends le chiffre, 90% des entreprises françaises, on a oublié de dire françaises, on raisonne du point de vue français, là. Donc ce sont des chiffres absolument énormes, qui évidemment, j'allais dire, assèchent presque la discussion. Ça assèche instantanément la discussion. Parce que comment peut-on s'opposer à une réalité pareille ? Ou alors, disons, il faut faire preuve d'une très grande pédagogie et d'une force de conviction pour, évidemment, montrer et puis, il faut avoir des solutions de secours. Et des solutions de secours. Alors, il faut raisonner aussi de l'autre côté, de manière inverse. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'Allemagne, qui est notre premier partenaire économique, pareillement, 60-65% des exportations allemandes se font dans l'Union européenne, et la France est un des premiers clients de l'Allemagne. Alors pourquoi je dis ça ? Pour une raison très simple. Et on comprend peut-être après mieux les questions liées notamment aux règles que l'on essaie de mettre en place sur le terrain monétaire et surtout sur le terrain économique, en termes de performance économique. Lorsque la situation française va mal, ce qui est quand même le cas aujourd'hui, eh bien, les produits allemands, bien entendu, se vendent moins bien en France. Ce qui a mécaniquement pour répercussion que l'économie allemande s'affaiblit et donc achète moins de produits français. Donc il y a un cercle qui n'est pas vertueux pour le coup, mais qui est vicieux. Et ce ne sont pas des injonctions, mais les recommandations de l'Allemagne, bien comprises pour ses propres intérêts, mais aussi pour les nôtres, qui consistent à dire à la France, faites en sorte rapidement de vous redresser économiquement. D'abord, ce sera bon pour le commerce allemand, bien entendu, du point de vue allemand, mais in fine, ce sera aussi bon pour le commerce français, puisque s'il y a une forte demande en Allemagne, nos produits exportés en Allemagne se vendront évidemment beaucoup mieux. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre en perspective. Bon, là on raisonne du point de vue des entreprises, mais on peut aussi raisonner du point de vue des hommes. Des hommes, voilà, parce qu'il y a ce marché intérieur, c'est aussi la libre circulation des hommes. Exactement. Et des travailleurs. Donc on a des cas, et nous sommes un pays avec des frontières, importantes. Bien sûr. Et donc nous avons ce genre de choses qui se développent. Ce sont les travailleurs détachés, il y a la question des travailleurs détachés, bien entendu. Mais il y a aussi la question des frontaliers. Et la question des frontaliers est très intéressante. Je pense notamment à la région Alsace-Lorraine, et peut-être plus singulièrement à la Lorraine, qui a été durement frappée dans les années 80 par la fermeture, par la crise de la sidérurgie, ce qui a provoqué un chômage absolument gigantesque dans cette région. Eh bien, une grande partie, et fort heureusement, de ces travailleurs ont réussi à retrouver des emplois, notamment au Luxembourg.
plus marginalement en Allemagne. Je parle de la Lorraine. Bien. Quotidiennement, c'est plus de 80 000 personnes dans la région Alsace-Lorraine qui vont quotidiennement travailler soit au Luxembourg, soit en Allemagne. Alors, ça a un sens, la libre circulation des personnes. C'est-à-dire que les emplois qu'on ne trouve pas en France, pour ces personnes-là, ils les ont retrouvés au Luxembourg ou en Allemagne, premièrement. Deuxièmement, comment expliquer à ces personnes qui migrent, mais à des fins professionnelles, en tant que travailleurs, notamment, salariés essentiellement, que l'on va réinstaurer des contrôles, que l'on va restaurer des droits de douane ou restaurer des barrières. Ça veut dire qu'il y aurait un impact immédiat pour ces personnes. Troisième élément, je pense notamment aux personnes qui travaillent au Luxembourg. C'est connu, au Luxembourg, le niveau de vie est plus élevé, les salaires sont plus élevés. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un Lorrain qui exerce une activité salariée, peu importe, au Luxembourg, il consomme où essentiellement ? Il consomme en France. Oui, puisqu'il vit en France. Il vit en France, bien entendu. Consommation quotidienne, l'achat de maison, d'appartements. Donc il y a, je dirais, un bénéfice double dans cette affaire de libre circulation des personnes. Un, en termes d'emploi pour les personnes concernées. Deux, en termes de développement économique en France, cette fois-ci, puisque cette personne a les moyens de vivre peut-être plus convenablement que si elle était employée dans une entreprise française. Bon, sans trop caricaturer. Avec la Suisse, où il y a beaucoup de gens. On voit le cas, bien entendu, aussi avec la Suisse, où là aussi, on le sait, les salaires sont plus élevés. Font la route tous les jours. Voilà. On n'imagine pas que la frontière soit fermée. On n'imagine pas que la frontière soit fermée. Et des embouteillages monstrueux tous les matins et tous les soirs. Et c'est très bien de parler de la Suisse, qui fait partie de ce qu'on appelle l'espace économique européen, où précisément la libre circulation des personnes est une réalité aussi. Tout à fait. Oui, parce que évidemment, la Suisse ne fait pas partie de l'UE, donc c'était. Oui, non, mais néanmoins, oui, mais sur les problématiques marché intérieur, d'une certaine manière, elle en fait partie. Elle en fait partie. Alors les autres travailleurs qu'on connaît bien, dont on entend parler et qui suscitent toujours beaucoup de méfiance dans les discours, mais justement là aussi on peut revenir un peu aux chiffres, ce sont les travailleurs détachés. Ah oui. Alors un travailleur détaché, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors oui, c'est revenu intensément durant la campagne. Les travailleurs détachés, eh bien c'est très simplement un salarié qui est détaché de son entreprise pour exercer une activité dans une autre entreprise. Alors on prend toujours le même exemple, une entreprise roumaine a des salariés, elle détache son salarié pour le mettre à disposition d'une entreprise française. De BTP français, par exemple du BTP. Alors les chiffres qui ont été annoncés durant la campagne étaient extravagants. Les chiffres que j'ai, je ne sais pas s'ils sont d'une exactitude absolue, mais j'ai tendance à le croire. J'ai recoupé deux sources d'information. Nous avons en France à peu près 280 000 travailleurs détachés, c'est-à-dire non français. Ce qui représente moins de 1% de tous les salariés français. Donc on est quand même sur des segments qui sont assez marginaux. Alors, très important dans le BTP, effectivement. Pourquoi on recourt aux travailleurs détachés ? Tout simplement parce que les entreprises françaises ne trouvent pas, malheureusement, trop souvent, des travailleurs français pour des tâches notamment difficiles dans les BTP. Il y a une directive qui est en cours de discussion parce que le dispositif n'est pas convenable. Il faut rééquilibrer les disparités de salaire notamment et de charges sociales. C'est l'enjeu du prochain Conseil européen du mois de juin, je crois. Merci beaucoup Pierre-Yves. J'espère que nous avons apporté un éclairage sur ce marché intérieur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.